Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le fait du jour a pour invité aujourd'hui Thierry Coste. Bonjour Thierry Coste. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes ce que l'on appelle un lobbyiste. Alors le mot n'est pas français, c'est un mot traduit, si je puis dire, ou adapté de l'anglais, lobby voulant dire couloir, et vous êtes un de ces personnages de l'ombre, même si vous ne détestez pas la lumière, après la preuve c'est que vous êtes là, Voilà. Qui exercez votre influence d'une manière alors parfaitement légale, je m'empresse de le dire, puisque c'est une activité qui est d'abord tout à fait identifiée, qui a même pignon sur rue au niveau européen, puisque Bruxelles fourmille de lobbyistes, je crois qu'il y en a plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Voilà, si mes renseignements sont bons. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui va vraiment éclairer énormément de gens sur la véritable nature de l'activité des lobbyistes, et que je présente à la caméra, Le vrai pouvoir d'un lobby, aux éditions Bourrin éditeurs, et l'auteur donc est Thierry Coste. Alors Thierry Coste, dans ce livre, vous avez expliqué par ce que c'est qu'un lobbyiste, et d'autre part, vous avez donné un certain nombre d'exemples. Mais aujourd'hui, avant d'en venir à quelques aspects de la carrière et de l'action d'un lobby, j'aimerais vous parler de communication. C'est aussi votre métier, puisque, par définition, qui dit influence, car le lobbying c'est cela, passe naturellement par la communication. Et j'aimerais avoir votre avis d'expert sur un problème qui est aujourd'hui vraiment au devant de l'actualité, c'est la communication du président de la République. Nous l'avons entendu il y a 2 jours dans une conférence de presse de 2 heures, et cette conférence de presse a suscité bien sûr un certain nombre de réactions. Alors j'aimerais avoir votre avis sur 2 terrains, si vous le voulez bien. Premièrement, est-ce que cette communication est de bonne qualité ? Et deuxièmement, quelles sont les conséquences d'une communication de ce genre ? Est-ce que ça n'est pas un petit peu dangereux ? Ou est-ce que finalement, l'oubli faisant son œuvre, tout ce qu'on a pu dire n'a d'importance que dans le jour qui suit? Alors écoutez, la question est vaste, mais elle prendra beaucoup moins de 2 heures, heureusement. Et je crois que la communication de Nicolas Sarkozy est une communication qui est excellente. Il révolutionne ce qu'est la communication présidentielle avec une détermination, et il le faisait déjà comme candidat. Il est vraiment un adepte personnel de la rupture, en com comme ailleurs, et je crois que ça c'est extrêmement sain, parce qu'on est quand même dans un pays qui s'endormait à peu près sur tout. Bon, communication comprise. Donc moi je trouve qu'elle est excellente, et elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que vous avez pu remarquer qu'il est intarissable, et qu'il est sur tous les fronts. Et je crois que c'est aussi ça, la nouvelle communication, c'est que l'Élysée n'est plus une tour d'ivoire qui ne s'occuperait que des sujets essentiels, laissant les sujets mineurs aux ministres. Aujourd'hui, les ministres sont en CDD, et ils leur rappellent à peu près toutes les semaines, et je trouve que c'est bien. C'est bien que la communication soit au service de l'action. Alors, comme vous le dites, le risque de beaucoup communiquer, c'est que ça risque de provoquer un fossé s'il n'y a pas de résultat. Et je crois que le vrai challenge de Nicolas Sarkozy, il est là. Il est qu'il a pris le risque, et je trouve que c'est salutaire pour le pays, il a pris le risque de communiquer énormément parce qu'il veut énormément de résultats. Mais ce n'est pas la communication qui fait les résultats. La communication ne sert qu'à accompagner, ne sert qu'à mettre en pression. Moi qui suis un professionnel de l'influence, je trouve que la communication est plus souvent là pour mettre en pression ou mettre en lumière des femmes ou des hommes ou des actions, plutôt que pour régler les problèmes. Alors faisons, pardon de vous interrompre, mais faisons une comparaison, parce qu'elle me vient à l'esprit en vous entendant. La communication précédente, celle qui était en œuvre sous Jacques Chirac, était le plus souvent, d'après ce qu'on a pu constater, une communication qui n'avait pas d'autre but que la communication, puisqu'elle ne s'accompagnait en général pas d'action. Donc finalement, elle était sans grand risque, si j'ai bien compris votre analyse. Bien sûr, elle était sans grand risque, elle était catastrophique parce qu'elle n'était pas utilisée à bon escient. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy utilise la communication pour mettre en pression. En fait, je trouve qu'il fait beaucoup plus d'influence que de communication. Parce qu'il essaie d'anticiper pour changer à la fois l'état d'esprit et à la fois mettre en pression tous ceux qui doivent travailler. Il est obsédé par la mise en pression des femmes et des hommes qui doivent être au service de la République ou au service de l'économie. Je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui presse toujours sur la pédale de l'accélérateur, parce que je
crois quand même que dans ce pays, la plupart des gens, et surtout dans la fonction publique ou en politique, pressent sur la pédale de frein. Et on le voit. Beaucoup de réformes sont des réformes de bon sens, mais sitôt que vous rencontrez des gens qui sont adhérents à l'UMP et qui sont des soutiens du président de la République et qui sont concernés personnellement par la réforme, leur premier réflexe c'est de dire « il est urgent d'attendre ». Je le vis dans un certain nombre de domaines et c'est catastrophique. Donc, instrumentaliser la communication pour obliger les gens à avancer, je trouve que c'est bien. Mais il faut suivre. L'avantage de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il suit beaucoup. Et ses collaborateurs sont là pour suivre beaucoup. Alors certains diront qu'ils suivent tout trop et que les ministres n'ont plus de marge de manœuvre. Mais encore heureux que les ministres ont très peu de marge de manœuvre. Alors précisément, dans l'ouvrage que vous avez écrit, Le vrai pouvoir d'un lobby, que je remonte à la caméra, vous avez terminé cet ouvrage, cette écriture, par finalement quelque chose de très prémonitoire. C'était un appel à la rupture. Et effectivement, les dernières lignes de votre ouvrage indiquent très nettement que, je cite, « Notre pays a besoin de femmes et d'hommes de conviction qui sauront résister à la pression médiatique du qu'en dira-t-on et qui n'hésiteront pas à s'appuyer sur les forces vives de la société civile pour atteindre leurs objectifs politiques. » C'était vraiment très prémonitoire. Et effectivement, vous devez vivre cet épisode actuel à la fois peut-être avec inquiétude et avec bonheur, parce que votre idée est d'une certaine manière réalisée. D'un autre côté, est-ce qu'on va vraiment arriver à cette prise en main de la société par la société civile ? Moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière, parce que je sais que le président est extrêmement déterminé et qu'il a un entourage qui est extrêmement déterminé. Donc ça, c'est rassurant. Par contre, ce qui m'inquiète toujours, c'est effectivement les forces intermédiaires ou celles qu'on appelle forces vives. Parce qu'autant en matière économique, on n'a pas le choix parce qu'on est condamné au résultat. Je suis chef d'entreprise, je suis condamné au résultat tous les jours. Donc j'ai un avantage, c'est que je suis obligé d'être en mouvement et être obligé d'être en rupture permanente. Mais je sais que dans la fonction publique, même avec la sanction électorale, comme elle n'arrive pas toutes les 5 minutes, on peut s'apercevoir que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc je crois que cette rupture, elle est saine. Et moi, si j'en ai parlé dans mon livre, c'est parce que je suis un adepte de Nicolas Sarkozy depuis longtemps. Je l'ai découvert comme ministre de l'Intérieur. Et vous pourrez remarquer que dans mon livre, il y a quelques parties où je fais l'éloge des méthodes de Nicolas Sarkozy et de son entourage, et en particulier d'Emmanuelle Mignon, dont on parle beaucoup ces jours-ci, celle qui a conçu le programme de Nicolas Sarkozy et qui est sa directrice de cabinet. Alors, ce sont des gens d'action. Voilà. Alors je vais apporter un petit bémol, peut-être non pas à votre opinion, que je respecte bien évidemment, mais à l'appréciation générale que vous faites de la situation, et précisément à propos du programme. Je ne suis pas sûr, et je suis même sûr du contraire, que ce programme ait vraiment intégré l'exacte vérité de la situation française. Alors, il y a un point sur lequel on doit incontestablement dire que Nicolas Sarkozy tient ses engagements, car il essaye de les tenir, en tout cas, bon, on ne peut pas lui demander de les faire en 8 jours, mais ses engagements, si on les compare avec ceux de sa campagne, et donc de son programme publié, sont effectivement dans la ligne. Mais on s'aperçoit tous les jours, et c'est là qu'on retrouve la nécessité de la cohérence, on voit que les difficultés deviennent chaque jour plus nombreuses. Je ne parle même pas du problème des subprimes et de tout le reste, qui est un accident de parcours, ça on ne pouvait pas le prévoir forcément. Mais en revanche, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, dont il a dit que finalement il voyait que c'était beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, et puis on peut rajouter un certain nombre d'autres réformes, nous ne sommes pas quand même au bout de nos peines. Ah, je crois qu'il faut être honnête. Moi, j'ai confiance dans le président et son équipe, mais personnellement, je trouve qu'ils ne vont pas assez loin. C'est clair, que ce soit sur les 35 heures ou que ce soit sur la libération de l'économie. Parce que pour le moment, on fait quand même beaucoup risette au patron du CAC 40 en oubliant que la richesse économique, c'est celle des PMI, PME et des artisans et des commerçants. Et donc, là aussi, je crois qu'il faut prôner la rupture et elle n'est pas encore de fait. Alors, comme on ne peut pas tout faire en 8 jours, c'est vrai que je reste très tolérant. Mais je suis toujours inquiet, je n'ai pas grand-chose, ma situation en tant que chef d'une toute petite entreprise n'a pas beaucoup changé. Hein. Les contraintes se ressemblent étrangement et je sens peut-être qu'il va y avoir des choses, mais j'aimerais avoir des résultats. Donc je crois qu'on revient au débat, au premier débat, entre la communication du président, la communication présidentielle et les résultats. S'il n'y a pas adéquation, il y aura
sanction. Et la sanction, d'ailleurs, elle viendra non pas de ceux qui, comme nous, croient au changement et plaident pour la rupture, mais ceux qui sont entre les deux et qui font la différence, parce qu'une élection, ça se gagne à 5 points. Et qui n'ont pas encore basculé, parce qu'il y a effectivement une baisse dans les sondages de M. Sarkozy. En revanche, sa cote reste quand même relativement élevée par rapport à d'autres périodes. Donc il garde une cote de confiance qui reste malgré tout estimable. Mais ça pourrait ne pas durer, car comme vous venez de l'expliquer, je suis surpris qu'elle reste encore aussi haut. Parce que, honnêtement, et c'est sans doute parce qu'il fait beaucoup d'efforts de pédagogie, donc de communication pour expliquer son action, qu'elle marche encore et qu'il raconte une belle histoire, parce que les gens aiment les belles histoires. Donc les belles histoires. Il en vit une aussi en plus, voilà. Tout va bien. Mais les belles histoires ont des hauts et des bas, et je trouve que c'est parfait. Mais honnêtement, je pense que aujourd'hui, on ne va pas encore assez vite. Et donc, si on allait encore un peu plus vite, il faut être honnête, la cote de popularité serait beaucoup plus basse. Mais ce qui compte au bout, c'est le résultat. Donc tout ce qui peut se passer, on dissèque toutes les déclarations de Nicolas Sarkozy, y compris sur le pouvoir d'achat, y compris sur les 35 heures, et on en organise des débats. Mais c'est le microcosme qui s'y intéresse. L'électeur et le citoyen lambda s'en fout complètement. Je crois qu'on est toujours, moi qui conseille et qui influence des hommes politiques depuis longtemps, je découvre qu'ils s'intéressent à un microcosme. Et c'est pour ça que d'aller sur le terrain, de se déplacer tout le temps, d'être en contact avec cette réalité, ça remet les pendules à l'heure. C'est aussi pour ça que les conseillers sont très influencés par beaucoup de gens, parce qu'on a quitté dans tous les univers un peu la tour d'ivoire. Et l'Élysée, c'était une tour d'ivoire à tout point de vue. Absolument, et ça, tout le monde a pu le vérifier, enfin, tous ceux qui sont un petit peu dans les allées du pouvoir. Il y a un événement qui se passe ces jours-ci, depuis une quinzaine de jours, et qui vous concerne, ainsi que d'ailleurs 2 millions de chefs d'entreprise, de petites entreprises. Ils reçoivent de la part de leur régime social des indépendants, la facture pour l'année. Ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on l'a fractionné par petits bouts de manière à la rendre moins douloureuse. Et je vois aux réactions, je savais évidemment que cette chose allait se passer, et je vois aux réactions la stupéfaction d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui n'avaient jamais fait le calcul. Alors, ils savaient bien à l'arrivée, puisqu'on sait lire un bilan quand même, plus ou moins, mais au fond, ils ne voulaient pas vraiment savoir. Et là, j'ai encore reçu ce matin plusieurs lettres émanant de chefs d'entreprise me disant « je ne comprends pas, on me demande 55% de ce que je gagne, comment est-ce possible ?» Bon, naturellement, et il n'y a pas d'augmentation, sauf si leur chiffre d'affaires augmente. Donc là encore, c'est 2 millions à 2,5 millions de chefs d'entreprise qui font tourner la France. Ce sont ces gens-là qui font marcher la France. Mais bien sûr. Ne comprennent pas. Et c'est pour ça que votre remarque sur les résultats risque d'être hâtée par le fait que chaque jour, d'une manière ou d'une autre, la vérité s'impose. Bien sûr, c'est le risque de la communication un peu forte, comme on la connaît. C'est vrai qu'elle pousse à penser qu'une fois qu'on a dit les choses, elles devraient arriver tout de suite. C'est un peu, c'est un vrai drame de la compréhension du fonctionnement économique de la plupart de nos concitoyens. Et on le voit d'ailleurs, les politiques adorent faire des lois parce qu'ils pensent que la communication autour d'une loi réglera le problème. On l'a vu, on le voit. On fait une loi sur les chiens dangereux après 4 faits divers. Il y en a un qui se passe encore aujourd'hui, et on dit bon, mais que fait la loi? Non, je crois que, hélas, oui, la communication, elle a parfois un drame, c'est qu'elle fait croire que c'est réglé une fois qu'on en a parlé. Alors si tout était réglé une fois qu'on a parlé au Conseil des ministres, vous imaginez, ou au Parlement, encore faut-il que les décrets d'application sortent et que les opérateurs sur le terrain, qu'ils soient de fonction publique ou privée, puissent s'imprégner de ce qui a été décidé. Donc je crois qu'il faut raccourcir le temps. Alors c'est un peu l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est de raccourcir le temps et d'utiliser fortement la communication pour influencer la décision publique, influencer les changements de comportement et donc influencer l'action. Mais ça a encore un travers, c'est que nous ne sommes pas assez grands pour comprendre qu'il faut, je ne dirais pas donner du temps au temps, parce qu'avec François Mitterrand, c'était dramatique. Mais il faut un peu de temps, hein, il faut comprendre que tout ne se règle pas tout de suite. Alors, j'aimerais vous interroger également sur les symboles. Alors, pas sur le symbole, celui qu'on appelait ainsi, mais vous êtes ô combien conscient du fait que la politique, c'est symbole avant tout. Bien sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dans cette affaire de
communication et des résultats. Essayez de donner par quelques symboles bien choisis, l'abrogation d'un texte particulièrement détestable, je ne sais pas, la suppression d'une administration, bref, quelque chose dans ce genre. Donner finalement aux gens un signal fort en leur disant « c'est vrai, il va falloir un peu de temps, ce qui est normal, tout le monde le comprend, mais vous avez déjà une satisfaction. Voyez-vous, ça c'est irréversible, ça je le fais. » Alors là, jusqu'à présent, à moins que j'ai été inattentif, je n'ai rien vu de tel. Ah non, moi je vous l'accorde. Il est facile de manœuvrer et d'agir sur les symboles, et c'est tentant. Hein. Mais c'est quand même à risque, parce que le symbole n'engendre pas souvent le changement de culture et l'obtention des résultats. Mais il satisfait une attente sociale ou une attente d'une partie de la population. Je pense qu'effectivement, on devrait un peu plus jouer sur les symboles, parce que, juste derrière, effectivement, ce qui n'est pas symbolique et qui est sans doute l'essentiel, est difficile à mettre en œuvre. Exactement. On le voit, que ce soit pour l'abrogation des 35 heures. Enfin, comme chef d'entreprise, je ne comprends pas qu'on croit encore que ce soit un sujet tabou. Il faut les supprimer purement et simplement, comme il faut libéraliser effectivement le code du travail sur la plupart des sujets. Et on le voit sur le service minimum, on le voit sur beaucoup de choses. Il faut agir en profondeur en manœuvrant les symboles. Pour le moment, je pense qu'effectivement, nous ne les manœuvrons pas trop. Alors, si les résultats arrivent en 2008, même si la conjoncture n'est pas bonne, je pense que ce sera oublié. Parce que, bien sûr, je tiens à vous préciser que l'électeur, généralement, est assez oublieux. Oui, l'électeur est oublieux, et tout particulièrement l'électeur frondeur ou l'électeur contestataire. Vous le dites dans votre livre, c'est un électorat très fluctuant et qui abandonne vite les étiquettes qu'il a pu arborer pendant un certain temps. Ce qui rend d'ailleurs l'électorat de Nicolas Sarkozy en partie plus fragile, bien que nettement plus fort que celui que son prédécesseur avait pu réunir, parce qu'il y a à peu près 10 points sur les 31% qu'il a fait au premier tour. On estime qu'il y a une dizaine de points qui viennent d'un électorat plutôt contestataire. Bien sûr, mais quand Nicolas Sarkozy dit qu'il n'imagine pas encore un deuxième mandat, ça me rassure. Je sais bien que c'est totalement faux, mais c'est rassurant de penser qu'il faut être obsédé par le premier mandat, parce qu'il faut être obsédé par les résultats. Et je crois que, entre le changement de méthode, la révolution culturelle au sein de l'administration, on vit quand même quelque chose qui doit être une vraie révolution culturelle, parce qu'il faut faire disparaître un certain nombre de postes de la fonction publique pour qu'elle coûte moins cher à l'État. Et il faut recentrer l'État. Ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas, sauf avec des syndicats dans la rue. Mais par contre, c'est une stratégie véritablement révolutionnaire. Alors ça s'appelle la réforme générale des politiques publiques, c'est un sigle odieux, la RGPP, mais je crois que derrière, il y a une vraie volonté stratégique qui est complètement déstabilisante, qui fait que les fonctionnaires s'accrochent aux murs et aux portes, mais qui peut donner aussi des résultats, parce qu'on est en train de casser un peu la baraque. Or, elle n'a jamais été cassée. Cela dit, quand vous voyez figurer, je dis ça plutôt par manière de plaisanterie ou d'humour que par véritable critique politique, quand vous voyez figurer dans la rue générale des politiques publiques le fait que l'administration désormais devrait pratiquer la culture du résultat, vous avez envie de vous tenir tellement vous éclatez de rire. Oui, non, mais on peut être inquiet, c'est vrai. Non, mais on est inquiet parce que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on n'osera pas encore toucher, et c'est encore toujours ce drame français. On n'osera pas toucher au Conseil économique et social, on va même lui donner un côté environnemental. Mais moi, je vous dis, et je dis depuis longtemps, que le Comité économique et social et les comités économiques et sociaux régionaux ne servent à rien. Les chambres de commerce, permettez-moi de penser qu'elles ne servent pas à grand-chose, parce qu'en plus elles font des doublons avec un certain nombre d'organisations. Et je crois il va falloir qu'on ait le courage de cette remise à plat totale. Pour le moment, comme ce sont des niches destinées à ceux qui n'ont pas réussi une élection ou qui attendent une autre, c'est important qu'on change tout ça. Alors, pardon, je vous interromps, mais je suis obligé de hâter un petit peu le rythme parce que je voudrais qu'on parle de beaucoup de choses. Vous êtes particulièrement au courant des dispositifs européens, puisque vous travaillez évidemment en liaison étroite avec la Commission européenne et avec l'ensemble du dispositif. Et est-ce que vous pensez qu'en France, nous sommes encore suffisamment, non pas au fait, il y a
les gens qui le savent, mais nous avons suffisamment intégré le fait qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que l'Europe est ce qu'elle est, on peut être pour, on peut être contre, c'est un autre sujet. Mais là, actuellement, il y a certains débats en France qui me paraissent irréels. Ah, totalement. Non, mais l'Europe décide de 90% de ce que nous vivons, de ce que nous faisons. Le drame français, et là je ne parle pas de l'exception culturelle française, mais du drame français, c'est que nous n'avons toujours pas compris qu'il fallait avoir une vraie stratégie d'influence au Parlement européen qui passe par une démarche simpliste que tous les autres pays ont mise en œuvre. C'est celle de considérer qu'on envoie au Parlement européen des gens qui vont faire carrière là-bas et qui seront de véritables agents d'influence, qui seront choisis parce qu'ils parlent plusieurs langues, parce qu'ils sont capables de faire carrière là-bas. Nous, en France, ce qui est totalement différent en Angleterre ou en Allemagne, nous, en France, on place au Parlement européen des gens qui ont été écartés d'un portefeuille ministériel, frustrés d'une élection comme député ou sénateur, ou qui sont à récompenser pour sans doute de mauvais services rendus, et qui ne rêvent que d'une chose lorsqu'ils vont au Parlement européen, c'est de toucher un pactole considérable tous les mois, et surtout de revenir demain en France. Donc le drame du système français, de notre perte d'influence, je le dénonce dans le livre, c'est que ce soit sur la TVA, sur la restauration, etc., ou sur les JO, sur les Jeux Olympiques, on a, à Paris, on perd notre influence parce qu'on n'a pas le b.a.-ba de la stratégie d'influence qui consiste à avoir des femmes et des hommes qui sont disponibles et qui s'investiront complètement. Moi, quand j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, les Affaires européennes, le nouveau ministre, dire « je vais aller m'installer 3 jours à Bruxelles », je dis « bravo », parce qu'il n'a rien à faire à Paris. C'est à Bruxelles qu'on doit être influent, qu'on doit être dans les couloirs, qu'on doit être dans les lieux de décision et qu'on doit amener d'autres pays à travailler. Moi, je viens de finir une négociation sur une directive sur les armes à feu. Vous voyez, donc une directive sur la sécurité publique, grâce au soutien du président de la République, mais déjà quand il était ministre de l'Intérieur, alors que la France est minoritaire sur une demande. Nous sommes 2 États sur 25 à avoir un régime particulier, qui est draconien en matière d'armes, mais qui est spécifique. Nous avons pu obtenir qu'on applique la subsidiarité, parce que l'ensemble de la diplomatie française s'est mobilisé sur ce sujet-là. Mais vous imaginez pas tout ce qu'il a fallu faire pour mobiliser une administration qui devrait faire ça tous les jours. Donc notre drame, il est qu'effectivement, nous n'avons pas une influence parce que nous n'avons pas la volonté politique d'une stratégie. J'espère que la présidence française de Nicolas Sarkozy, qui n'est que de 6 mois, je vous le rappelle, devra être de changer la donne, et on le verra d'ailleurs au moment du choix des députés, des candidats pour les élections européennes, parce que nous avons moins de 10 députés sur plus de 70 qui sont de vrais députés européens qui travaillent et qui s'investissent en permanence. Alors comme il n'y a aucune reconnaissance médiatique, on en revient à la communication, bien évidemment vous pouvez imaginer qu'ils sont très frustrés. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de la presse au cours de la conférence de presse précisément du président Sarkozy il y a 2 jours? Personnellement, j'ai trouvé qu'elle avait été d'une mollesse absolument exceptionnelle. Bon, il y a bien eu ici ou là 2-3 questions, mais au fond il n'y a aucune suite. Même les journalistes finissent par le dire eux-mêmes. Mais je crois que les journalistes, d'abord, notre journalisme d'investigation est quand même assez faible en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou dans bien d'autres pays. Donc je crois qu'effectivement les journalistes ne sont pas très critiques. C'est un peu cette cohabitation permanente entre les politiques et les journalistes qui font qu'ils en oublient. L'inconvénient, c'est qu'on fait carrière dans le journalisme comme dans la politique et qu'à force de se côtoyer et de devenir amis, on en oublie de faire son travail. Et ils finissent par se marier ensemble d'ailleurs. En plus. Vous le dites vous-même dans le livre. Voilà, je le dis. Je ne fais citer mes auteurs. Non, mais je souligne ce fait-là, et je crois qu'il est un peu inquiétant, mais c'est lié à ce pays où nous n'avons pas, où les gens n'ont pas plusieurs métiers. Moi, j'en suis à mon 4e, les 3 autres n'ont strictement rien à voir. J'ai l'impression de m'être enrichi, et j'ai l'impression de ne pas faire carrière, et c'est tant mieux, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est le capital de tout ce que j'ai fait avant, et ce que je peux apporter. Alors qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils n'apportent plus rien,
Et dans ce cas-là, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à garder leur place. Alors, est-ce que, dans cette activité qui est la vôtre, vous ne mesurez pas, au fond, tous les jours, la faiblesse de notre démocratie? Parce qu'aux États-Unis, les parlementaires sont quand même dotés d'un nombre d'assistants considérable, avec des gens de haute compétence. En France, on a vraiment le sentiment, et vous me racontiez un jour que vous-même venez parfois au secours d'un certain nombre de parlementaires pour leur apporter des informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ça? Bien sûr, je crois que c'est notre autre faiblesse, c'est qu'effectivement la contre-expertise ou la contradiction n'existe pas ou peu. Alors on parlait des médias tout de suite, les journalistes d'investigation, il n'y en a presque plus, parce qu'il faut les payer longtemps sans qu'ils produisent de papier, alors imaginez, ça devient dramatique. Et c'est pareil pour les parlementaires, qui sont obligés, mais ça c'est plutôt bien, d'être sous l'influence de nombreux lobbies pour pouvoir avoir des éléments d'information, mais qui n'ont pas de capacité d'expertise propre. On a un vrai débat scientifique. Aujourd'hui, le politique, et on le voit sur le débat sur les OGM, je pense qu'on va partir sur une caricature de position politique, alors qu'on consomme déjà des produits OGM depuis bien longtemps avec toute la viande qui nous arrive de partout. Donc je crois qu'on va se revêtir du manteau du symbole en disant nous ne toucherons plus aux OGM alors que les OGM sont partout et qu'on va refuser d'engager sur le système. Mais on le fait parce qu'on n'a pas de capacité d'expertise. Donc on vient de monter un haut comité qui en l'espace de 3 semaines prend des positions en disant j'ai des doutes. Je crois que le citoyen lambda a toujours des doutes, à peu près sur tout. La voiture est dangereuse aussi. Et je crois qu'on est dans un niveau de capacité d'expertise nul. Alors le débat sur le Grenelle de l'environnement et tout ça a tourné sur la capacité d'expertise. Aujourd'hui, l'expertise scientifique, ça devient la décision politique. C'est dramatique. Je crois que le politique doit justement avoir la capacité de faire aussi une contre-expertise, de mobiliser des sources qui lui sont propres. Les parlementaires américains disposent de moyens considérables pour analyser ce qu'on leur propose, y compris ce que le gouvernement leur propose. Et je trouve que ça manque dans ce pays. C'est la volonté du gouvernement, mais j'ai l'impression qu'elle est encore très timide. Par contre, je crois que Jean-François Copé en a vraiment envie. Eh bien, espérons que ces envies deviendront réalité. Il me reste, Frédéric Coste, à vous remercier, à rappeler le titre de votre livre, Le vrai pouvoir d'un lobby, aux éditions Bourin Éditeur, un livre qui apprendra beaucoup de choses à un certain nombre de lecteurs, car vous parlez avec une grande franchise de vos actions, et je crois que ça aussi, ça fait partie de la rupture, dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être transparent. Voilà. Il me reste, madame, mademoiselle, monsieur, à vous remercier de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.